Bon, déjà, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. On est très content d'être là pour cette présentation, justement, une des premières NLP. On va se présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Tanguy Moreau. Je suis data scientist chez 305 Talents depuis environ un an. Ça va, vous m'entendez tous? Ou je dois parler un peu plus fort, c'est bon? Ok. Donc, data scientist chez 305 Talents depuis un an. Ça fait un an que je travaille en collaboration avec Samuel. Nos thématiques principales, c'est justement tout ce qui est NLP et on va vous en parler un peu après. Mon parcours, simplement, je sors de l'INSA Rouen, donc une école d'ingénieur, diplômé 2017 l'année dernière en génie mathématique. Ouais, donc je suis Samuel Magnon, donc bon, Tanguy a déjà à peu près tout dit. Donc je travaille dans la même boîte depuis 2 ans par contre, et donc aussi sur les thématiques NLP. Et j'ai aussi fait l'INSA, mais INSA Lyon pour le coup, donc département informatique. Je suis sorti un peu avant en 2016, donc aussi data scientist. Voilà, donc maintenant Tanguy va un petit peu introduire toute la thématique de la soirée. Donc le titre NLP Word Embeddings, Milou est à atteindre ce que Rantanplan est à Lucky Luke, vous a peut-être interpellé. Pour ceux qui connaissent ni NLP ni Word Embeddings, ça vous a probablement rien dit. Vous en faites pas, on va vous éclairer un peu là-dessus. On va en parler plus en détail, mais pour l'instant, s'il y a une chose à retenir pour commencer, c'est que les Word Embeddings, c'est une technique du NLP. Et cette technique, elle va permettre à un ordinateur de comprendre les relations entre les mots. Donc par exemple, d'interpréter le fait que Rantanplan et Lucky Luke. Et on va essayer de vous emmener dans un voyage pour faire comprendre comment de ces relations on peut les transmettre. Déjà on peut les voir, les apprendre, et on peut les transmettre à un ordinateur. Donc voilà, tout d'abord je vais vous présenter un petit peu le NLP de manière générale. L'idée c'est de vous donner un petit peu une vision globale donc, sur ce que c'est. On ne va pas rentrer dans le détail technique, on ne va pas rentrer dans tous les domaines, etc. Mais globalement, le NLP, c'est le traitement du langage naturel. Donc en gros, c'est tout ce qui va toucher, donc c'est un domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle, et aussi de la linguistique, donc ça va toucher un petit peu à faire la jonction entre vraiment tout ce qui est traitement du langage humain, et faire passer ça sur un ordinateur, donc savoir comment l'ordinateur va être capable de processer toutes ces données-là, donc les données textuelles, etc. Sachant qu'il y a un certain nombre de défis qu'on rencontre assez fréquemment, tout ce qui est autour de la parole, donc génération de parole ou synthèse de parole, ça vous connaissez déjà sûrement. Et après, tout ce qui touche à la compréhension du langage ou à la génération du langage. Donc ça peut être des chatbots, c'est quelque chose qui est assez à la mode. Bon, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Donc il y a un certain nombre de domaines et de thématiques qu'on peut aborder, sachant que nous, on n'a pas le temps de tout voir. Donc là, c'est un petit peu tout ce qui est possible avec le NLP, mais on va se focaliser un petit peu sur certaines choses, à savoir qu'un petit peu les grandes familles de problèmes, c'est tout ce qui va toucher à la syntaxe. Donc être capable de voir un petit peu comment une phrase est structurée, tout ce qui est l'aspect grammaire d'une phrase, etc. L'aspect sémantique qui va s'accrocher plus au sens des mots en tant que tel. L'aspect après discours, donc c'est-à-dire être capable de trouver les relations entre les phrases. Par exemple, si c'est un petit peu le principe, quand vous avez un chatbot, c'est un petit peu l'idée. Vous allez avoir une relation d'une phrase à l'autre, il faut qu'il y ait une suite logique entre les phrases, il y a un contexte qui est commun, il y a des termes qui sont communs, il y a des termes qui sont en relation les uns avec les autres, etc. etc. Et donc pour commencer, on va plus passer par quelques exemples pour vous montrer un petit peu ce que c'est les problématiques du NLP plutôt que de tout décrire parce que ça prendrait vraiment trop longtemps et ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mais le premier aspect, c'est tout le travail donc, sur la syntaxe. Donc typiquement quand on va voir une phrase, donc every man dies but not every man lives, c'est une phrase assez basique et on va avoir quelques tâches à faire avant de pouvoir utiliser cette phrase. L'idée c'est d'être capable de faire comprendre à l'ordinateur cette phrase. Et première chose, il faut être capable de la découper correctement. Et il faut aussi être capable de, pour ainsi dire, la rapporter à ce qui est les entités les plus importantes. Par exemple, nous, ce qui nous intéresse au final, c'est de savoir que les termes importants, c'est man, die, man, live, peu importe la conjugaison, peu importe la forme du mot. Donc on va avoir un certain nombre d'étapes, que ce soit tokenization pour découper la phrase, ou après enlever les mots qui sont vides de sens, ou ramener chaque mot à une racine qui est vraiment le sens basique du mot. Donc ça, c'est un petit peu les approches générales qu'on va avoir sur une phrase pour la découper. Et après, il va y avoir d'autres domaines dans tout ce qui touche à la syntaxe. Quelque chose que vous avez dû faire quand vous étiez plus jeune, c'est on vous donnait une phrase, il fallait cocher qu'est-ce que c'est le COE, COD, le COI, le sujet, l'attribut du sujet, etc., etc. Et on va avoir des problématiques qui vont plus toucher à ça, à savoir être capable de construire un petit peu cet arbre et dire, voilà, dans la phrase, tel mot est un déterminant, tel mot est un verbe, tel mot est un attribut, etc., etc.
Donc en fait, un petit peu trouver la grammaire de la phrase. Ça, c'est un petit peu l'idée de la syntaxe, c'est vraiment travailler sur comment la phrase est structurée, comment la phrase se découpe, etc. Donc pour avoir des phrases qui ont une certaine logique grammaticale. Donc ça, c'est une partie du NLP, et une autre va plus toucher à la sémantique. Donc là où on était plus sur la structure, la sémantique, on est plus sur le contenu, à savoir le sens des mots, le sens lexical. Donc là, on a deux exemples assez simples. Un que vous devez connaître, c'est l'OCR. Donc en gros, si vous avez des caractères et reconnaître les mots associés aux caractères. Bon, là, c'est du chinois, mais on a la même problématique avec les caractères latins. Et on a bien d'autres thématiques, comme par exemple, à partir d'un texte, on extraire certains types de mots, donc à un sens particulier, par exemple le nom des villes, le nom des personnes, le nom des localisations, des organisations, etc. etc. Et nous, le thème principal dont on a parlé, c'est les word embeddings, et ça va aussi se rattacher à la sémantique, c'est-à-dire à partir d'un mot, être capable d'y associer un sens. Et enfin, la dernière partie, le dernier exemple qu'on va vous donner sur tout ce qui touche au discours, c'est être capable de trouver des relations entre des mots au sein d'une phrase. Quand vous allez avoir une phrase, vous allez avoir quelqu'un qui fait quelque chose, et plus tard, vous allez avoir il ou elle qui va référencer quelque chose qui s'était passé avant. Et donc ça va nous permettre aussi de comprendre une phrase. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément un problème simple. Par exemple, on a une phrase toute bête, c'est « Paul a essayé de joindre Georges sur son téléphone, mais il n'a pas répondu ». Dans ce cas-là, c'est assez clair pour un humain que le « il » va référencer Paul. En gros, c'est Paul qui n'a pas réussi, pardon, j'ai inversé. En gros, ça va être assez clair que « il » référence Paul. Et il suffit qu'on change le verbe, qu'on passe de « réussi » à « répondu », il va référencer Georges. Et si pour un humain, c'est assez clair et c'est assez évident, pour un ordinateur, la structure de la phrase est exactement la même et la sémantique aussi assez proche. Donc c'est des problématiques qui ne sont pas forcément simples. Donc ça, c'était un petit peu un tour d'horizon rapide de quelques domaines du NLP. C'est juste pour vous montrer qu'en gros, c'est un domaine qui est quand même très vaste. Et nous, du coup, on a décidé de se focaliser sur vraiment un aspect plus de la sémantique, donc à savoir à un terme associé à un sens. Et donc on va plus toucher tout ce qui est comprendre des mots, comprendre les relations entre des mots, et surtout notre idée de base, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer la distance entre deux mots. Par exemple, même un autre exemple, ça c'est quelque chose qui touche plus au travail qu'on fait chez 365 Talents, si on va travailler sur des compétences. Pour un humain, c'est évident que RH et ressources humaines, c'est la même chose, que gestion du risque et maîtrise des risques, c'est la même chose, mais que gestion du risque et gestion de projet, c'est pas tout à fait la même chose. Sauf qu'il va falloir être capable d'apprendre ça automatiquement à l'ordinateur. Quand on va gestion du risque et maîtrise des risques, on a un terme important en commun qui est risque. Et gestion du risque et gestion de projet, on a aussi un terme en commun qui est gestion. Sauf que clairement, pour nous, les deux ont un sens différent. Enfin, gestion du risque et maîtrise des risques ont un sens identique, et dans l'autre cas, non. Donc voilà, donc c'est un petit peu notre problématique centrale, c'est comment associer un sens à des mots et comment être capable de comparer des mots et de voir s'ils ont un sens identique ou non, et dans quelle mesure. Donc, pour répondre à cet enjeu, on va justement utiliser la technique des word embedding. Cette technique, actuellement, elle est utilisée chez beaucoup de personnes et à beaucoup d'endroits. Donc, par exemple, la traduction automatique chez Google, vous utilisez probablement, peut-être régulièrement. L'analyse de sentiments, que ce soit chez Twitter, chez Facebook. Par exemple, sur les iPhones, on va vous suggérer le smiley qui correspond à vos envies ou à votre phrase. Les recommandations, que ce soit chez Netflix ou d'autres, ça va se baser sur des techniques de word embeddings. Et enfin, tous les chatbots qu'on rencontre maintenant énormément, tout ça, ça va être basé sur les mêmes techniques. Qu'est-ce que c'est que cette technique du word embeddings? Elle part d'une idée assez simple, qui est de transformer les mots du langage naturel en vecteurs. Pour que personne ne soit perdu dès le début, je vais juste rappeler très rapidement ce que c'est un vecteur. Donc un vecteur, on le définit généralement par deux aspects importants, sa taille et son angle. Ces deux aspects-là vont le définir entièrement. Et quand on va parler par exemple de mots, etc., on va essayer de transposer ces mots en vecteurs. Le vecteur qu'on a là, il est en deux dimensions, dans l'axe X et sur l'axe Y. Et nous, on va sûrement parler de vecteurs à multiples dimensions. Parfois 300 dimensions, parfois des millions de dimensions. C'est un peu dur à comprendre conceptuellement, mais vous pouvez imaginer que chaque dimension, en fait, c'est une caractéristique. Par exemple, si vous essayez de décrire votre voiture, vous allez peut-être dresser un tableau caractéristique. Et pour chaque case, vous allez lui associer son type de moteur, son type d'essence. Et bien nous, on va faire la même chose pour des mots. Donc vous pouvez imaginer qu'un mot à 300 dimensions, c'est un mot pour lequel on a défini 300 caractéristiques. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus, mais nous, on va utiliser des vecteurs, et quand on va utiliser des vecteurs pour les mots, on va parler de ça. Maintenant, pourquoi des vecteurs pour les mots? Quel est l'intérêt?
il y a deux avantages principaux. Le premier, c'est que naturellement, c'est manipulable par un ordinateur. Donc ça va nous faciliter énormément la tâche, nous, data scientists. Et enfin, l'élément le plus important, c'est qu'en passant des mots aux vecteurs, on peut utiliser tous les outils mathématiques qui ont été développés pour les vecteurs. Donc notamment, on va pouvoir définir des notions de distance, mais aussi toutes les opérations classiques sur les vecteurs, donc les additionner, les multiplier, etc. Et enfin, toutes les propriétés des vecteurs, c'est-à-dire pouvoir construire des bases, pouvoir les combiner, etc. Tout cet aspect-là, il va nous intéresser énormément. Enfin, comment est-ce qu'on peut construire ces embeddings? L'idée de départ, c'est de se dire que dès qu'on a des mots similaires, on va vouloir leur attribuer des vecteurs similaires. Et des vecteurs similaires en mathématiques, ça veut dire que la distance entre ces deux mots, elle sera très proche. On rappelle que le but, c'est justement de pouvoir comparer ces deux mots, de pouvoir les mesurer. Maintenant qu'on a défini ça, on va passer un petit peu par une partie qu'on va appeler linguistique, où on va essayer de se demander comment est-ce qu'on pourrait qualifier des mots similaires. Qu'est-ce que ça veut dire des mots similaires, simplement? Donc, le premier réflexe, je pense, en se demandant comment comparer deux mots, c'est de prendre un dictionnaire, de regarder les définitions. Souvent, on va déjà sortir un premier problème, c'est que pour chaque mot, on a beaucoup de définitions. Donc, on pourrait même avoir des étiquettes différentes. Là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais rouge, c'est à la fois un adjectif, ça peut être un nom propre, ça peut être un nom commun. Tout ça, ça va pas forcément nous aider, mais on va se dire, ok, avec le dictionnaire, on a tous les sens. On va essayer de prendre chaque sens et de les comparer à tous les autres sens qui peuvent exister dans le dictionnaire. Donc ça, c'est un travail de fourmi, mais c'est un travail qui se fait, et notamment WordNet qui existe en anglais, où ils prennent tous ces sens, qu'ils appellent synsets, et ils essayent de dire, bah, chat et chien, c'est à une certaine distance. Donc ça, c'est des linguistes qui s'en occupent et qui vont fixer des distances, et qui, au fur et à mesure, vont avancer tout doucement. Donc ce système, il va être assez simple, si on parle en relation sémantique. Finalement, si on en considère les deux principales, les synonymes, voiture, automobile, bagnole, on pourrait presque dire qu'elles sont toutes au même niveau. Voiture et automobile, on pourrait les mettre sur un plan de similarité, on pourrait dire qu'elles sont complètement similaires. Et après, voiture, camion, un peu plus loin, et jusque-là, pas trop de problème. Mais dès qu'on commence à vouloir rajouter toutes les autres, par exemple les relations de similarité d'usage, voiture, essence, ou peut-être tasse et café. Est-ce que tasse et café, on les emploie souvent ensemble? Est-ce que pourtant on devrait dire qu'ils sont similaires? Ou pire, par exemple les antonymes chaud, froid. Est-ce que chaud, en matière de similarité, devrait être à l'opposé de froid, ou au contraire, juste à côté? C'est des questions qui vont être très compliquées à y répondre, surtout pour des linguistes. Et du coup, le modèle qu'on va créer là, il va être très limité. Déjà, il va être subjectif en fonction des relations qu'on a vues. Chaud, froid, est-ce qu'ils seront à côté ou pas? Il va être disponible dans seulement peu de langues. Bref, vous l'avez compris. Un modèle comme ça, on ne pourra pas s'en sortir. Avec ce modèle-là, on ne pourra rien construire de très grand que nous, on pourra utiliser par la suite. Du coup, les linguistes là-dessus, ils nous ont pas trop aidés. Et on va essayer de voir si les philosophes, ils n'ont pas des réponses plus intéressantes à nous apporter. Il y a Ludwig Wittgenstein qui, a un demi-siècle, s'est posé la question, qu'est-ce qu'un jeu? Comment est-ce qu'on peut définir un jeu? Et finalement, dans sa définition du jeu, il s'est posé des questions. Est-ce qu'un jeu, c'est stratégique? Si on pense par exemple à la machine à sous, rien de stratégique, on tire une manette, l'argent arrive. Est-ce que c'est compétitif? Lancer la balle à son chien, rien de compétitif. Il va se poser toutes sortes de questions et au final, la conclusion à laquelle il va arriver, c'est qu'un jeu, on ne peut pas lui donner des caractéristiques précises. En fait, pour définir un jeu, on va plutôt dire qu'il appartient à une certaine famille. Ici, on a listé un exemple de 5 jeux, et vous ne trouverez pas une caractéristique que ces 5 jeux ont. Pourtant, rien qu'en les regardant, on peut voir qu'ils sont très semblables. Et au final, par ses travaux, il va réussir à sentir que la définition d'un mot, elle va plutôt venir de l'usage réel qu'on en fait, de son contexte. À quel moment on va utiliser le mot, ça va le définir. Ça peut vous paraître très flou et très philosophique pour l'instant. Je vais vous aider par un exemple. Est-ce que quelqu'un ici connaît le mot tesguino? Personne? Parfait. Je vais vous donner 4 phrases. Une bouteille de tesguino est posée sur la table. Tout le monde aime le tesguino. Le tesguino rend sous.
Le Tesguino est fabriqué à partir de céréales. Est-ce que quelqu'un pense savoir ce qu'est le Tesguino? Une idée? Merci. Avec simplement 4 phrases, vous avez tous pu situer Tesguino, tout du moins en relation avec bière. Et c'est cette idée-là qui va nous intéresser, et qui d'un point de vue historique est passée de notre philosophe, la signification correcte est dans l'usage, par des linguistes, d'autres linguistes, et enfin va être formulée par la phrase emblématique des word embeddings, qui va être « You should know a word by the company it keeps ». Et c'est cette phrase-là qui va nous intéresser. Et en se basant sur ça, on va pouvoir faire les premiers pas vers une approche des word embeddings pour les ordinateurs. Voilà, donc, on va vous parler un petit peu maintenant de, comme l'a dit Tanguy, un mot, c'est un petit peu son contexte. Il est défini par rapport aux mots qu'on va trouver avec lui, aux mots qu'on va trouver autour de lui. Et donc, on va essayer de mapper ça sur un ordinateur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit ce contexte, comment est-ce qu'on fournit ce contexte à un ordinateur. Donc voilà, on va voir plusieurs sortes de modèles pour les word embeddings. Il faut savoir que l'idée de définir un mot par rapport à son contexte, c'est qu'est-ce que c'est le contexte? C'est les mots proches, les mots qui sont autour de lui, et les mots aussi qui sont autour de lui fréquemment. Par exemple, on peut dire si on a voiture, le verbe conduire sera souvent proche de voiture et de manière fréquente. Là où peut-être regarder sera moins présent proche de voiture, etc. On va voir ce contexte-là, et donc il y a 2 termes importants, c'est le fait d'être proche ou non, et le fait d'être fréquent ou non. Donc c'est vraiment ces 2 idées, le fait d'être proche et le fait d'être là souvent, qui vont définir ce qu'est le contexte. Et donc, comme l'a dit Tanguy un peu plus tôt, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un vecteur. C'est quelque chose que l'ordinateur peut manipuler facilement. C'est quelque chose qu'avec les outils mathématiques aussi, on peut manipuler facilement. Et donc, pour chaque mot, on aimerait bien avoir un vecteur qui le décrit. Et comme on sait que pour des contextes similaires, des contextes identiques, on veut avoir des mots qui vont avoir un usage identique et donc qui seront similaires, et on va essayer de construire ces vecteurs-là, d'abord avec une approche un petit peu intuitive, un petit peu basique. C'est si on a 4 phrases, si on a un certain nombre de phrases, donc Alice aime les pommes, Bob préfère les poires, j'aime les pommes et les poires, etc., etc. Un certain nombre de phrases, un certain nombre de contextes comme ça. On va pouvoir se dire, voilà, est-ce qu'on va être capable, pour un mot donné, d'analyser tous ces contextes et de voir s'il y a d'autres mots qui ont des contextes proches. Donc ce qu'on va faire, l'approche basique, donc là on considère qu'on a un certain nombre de phrases qui n'est pas défini, mais pour chaque mot, on va voir avec quel autre mot on va le trouver. Par exemple, dans les exemples qu'on a, pomme, on va le trouver avec Alice et avec aimer, etc., etc. On va faire ça sur un certain nombre de documents. Et on va se rendre compte que, en faisant ça, certains mots vont avoir des contextes qui sont toujours un petit peu les mêmes. Ils vont se retrouver avec des verbes de certains types, avec des noms de personnes, etc., etc. Et comme ça, on va pouvoir avoir des vecteurs un petit peu similaires. Donc, c'est des vecteurs c'est une matrice de co-occurrence dans laquelle on va trouver des vecteurs pour chaque mot. Donc voilà, pomme, on va le trouver beaucoup avec le verbe aimer, un petit peu avec des noms de personnes Alice et Bob, beaucoup avec les verbes préférés, un petit peu avec poire, etc. Il faut imaginer qu'après, on va avoir ça pour tous les autres mots qu'on a potentiellement pu rencontrer. Et l'idée, là, pour regrouper nos termes, c'est tout simplement de dire, voilà, quels mots ont des vecteurs qui se ressemblent? Certes, il y a des variations, mais qui ont des vecteurs qui sont globalement plutôt proches. Et globalement, ça marche déjà assez bien. On peut voir que pomme et poire vont se retrouver dans des contextes assez proches, avec toujours un petit peu les mêmes mots. Le problème qu'on va avoir, vous avez bien compris, c'est que là, on a un exemple avec quelques mots. Si on prend des langues où il y a 1 million de mots, quelque chose comme ça, on va devoir construire une matrice d'1 million de termes par 1 million de termes, mais il arrive un moment où c'est plus gérable. Donc l'autre idée, c'est pour réduire un petit peu ça, plutôt que de travailler quel mot on va trouver dans le contexte avec quel mot, on peut dire quel mot on va trouver dans quel document. Par exemple, Alice, on va le trouver dans le document 1, etc. Pomme dans un certain nombre de documents. L'idée, c'est un petit peu de se dire, s'il y a un mot qui touche à la médecine, et qu'on a 50 documents qui parlent de médecine et 50 documents qui parlent de mécanique, logiquement, le mot qui parle de médecine, on va le trouver plus dans des contextes de ces documents qui parlent de médecine, etc. Donc en ayant tous ces documents, on va aussi pouvoir construire des vecteurs de quel mot on trouve dans quel document, et en comparant ces vecteurs, dire voilà, pommes et poires, on les trouve plutôt dans les mêmes documents, et plutôt à la même fréquence dans ces documents-là. Donc a priori, c'est plutôt des mots qui ont le même sens. Sauf que vous voyez peut-être déjà un petit peu les problèmes qu'il va y avoir avec ça. C'est que déjà, c'est pas un volume qui est négligeable, il faut avoir beaucoup de documents, on a beaucoup de vocabulaire, donc on va devoir construire une matrice énorme. Et à côté de ça, c'est très lourd à mettre à jour. Si on a un nouveau mot, il faut trouver les documents, il faut l'ajouter, on va augmenter notre taille de vocabulaire, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre à jour. À côté de ça, les vecteurs sont très creux, parce que si on a 1 million de mots de vocabulaire, et qu'on regarde chaque document, donc dans notre exemple d'avant en colonne,
on ne va pas trouver ces 1 million de mots dans notre colonne. Donc on va avoir beaucoup de zéros, beaucoup de valeurs qui seront creuses. Et à côté de ça, c'est des modèles qui ne sont pas forcément très robustes, mais qui nous donnent quand même un petit peu une idée intuitive de, pour chaque mot, le contexte de ce mot, donc les documents dans lesquels on va trouver ce mot, ça permet de le décrire un petit peu. Pendant longtemps, c'est ces modèles-là qu'on a utilisés, parce qu'on a réussi à trouver une petite astuce mathématique. C'est le Latent Semantic Analysis. On ne va pas trop détailler, vous avez vu, ça a l'air assez affreux. Mais l'idée, c'est que ici, on a notre matrice creuse de tous nos termes de notre vocabulaire par tous nos documents. Donc vous l'imaginez de taille très 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 grande. Et ce qu'on va faire, c'est que par un peu de magie mathématique, on va être capable de réduire cette matrice-là à une sous-matrice où on va avoir beaucoup moins de taille de vecteur. C'est-à-dire qu'ici, pour chaque mot, où avant j'avais une taille de vecteur qui était égale à ma taille de document avec beaucoup de zéros, donc c'était assez difficile à comparer. Là, je vais avoir une matrice beaucoup plus réduite, où pour chaque mot de mon vocabulaire, je vais avoir seulement quelques aspects, et je vais enfin pouvoir comparer mes mots. Avec ce système-là, et quelques astuces, par exemple, nettoyer un peu les mots trop fréquents, parce que pour les mathématiques, cette partie-là, c'est assez gênant. Plutôt que de simplement compter les mots, on va utiliser leur fréquence. Et enfin, on va accorder plus d'importance aux mots qui sont juste à côté des mots à considérer, plutôt que ceux qui sont très loin dans le document. Bref, avec tout ça, on va être capable de sentir un peu les relations entre les mots, et par exemple de construire cet arbre. On peut voir en haut les parties du corps qu'on a réussi à rapprocher, les pays, les animaux. On va commencer à toucher du doigt ce qu'on cherche exactement. Le problème de ces modèles, donc c'est évidemment qu'ils vont être très durs à maintenir, et encore une fois, ils vont exploser avec la taille du vocabulaire. Plus on aura de mots, plus la réduction mathématique, l'opération d'avant, elle va être complexe. C'est ça qu'on a utilisé pendant des années, parce qu'on n'arrivait à rien. On pouvait, mais vous êtes là ce soir, et depuis assez récemment, avec le big data et des nouvelles méthodes qui se mettent en place, des ordinateurs plus puissants, on arrive à trouver d'autres modèles, et justement des modèles qui peuvent s'appliquer à notre cas. Et c'est là qu'on va rentrer dans les réseaux de neurones. Avec des réseaux de neurones, on va essayer de modifier l'approche qu'on avait avant pour obtenir de meilleurs résultats. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec les réseaux de neurones, donc je vais faire un petit rappel assez court. Donc là, vous avez un réseau de neurones. Très rapidement, une couche d'entrée, des couches intermédiaires, une couche de sortie. Et ce qui va relier ces couches, c'est des opérations mathématiques. Avec les opérations mathématiques, on va pouvoir passer d'une couche à l'autre. Ces opérations, on va les appeler matrices de poids. C'est ça qu'on va régler tout doucement, minutieusement, pour arriver au but qu'on s'est fixé avec le réseau de neurones. Comment arriver à ce but? Encore une fois, je vulgarise peut-être beaucoup, mais c'est un système de récompense. C'est-à-dire que si le réseau de neurones il n'arrive pas à obtenir le résultat qu'on veut, on va lui taper sur les doigts et lui dire non, non, regarde, c'était là qu'il fallait que tu arrives. Et petit pas par petit pas, le réseau de neurones il va réussir à converger vers là où on l'attend pour faire la tâche qu'on lui demande. Comment ça s'applique à notre cas? Simplement, on va créer un réseau de neurones qui ne va pas se baser entièrement sur les statistiques, mais qui va prédire. Il va prédire quoi? Il va prédire un mot en fonction de son contexte. Donc on va prendre des grandes données, par exemple Wikipédia, et pour chaque phrase, on va considérer chaque mot. On va considérer son contexte, et on va demander à un réseau de neurones, si je te donne ce contexte, moins le mot intéressant, est-ce que tu vas pouvoir retrouver ce mot? C'est cette tâche-là qu'on va lui demander de réaliser. Et comme souvent avec les réseaux de neurones, ce n'est pas la tâche qui nous intéresse, ce n'est pas le résultat, c'est plutôt le mécanisme que le réseau de neurones va utiliser pour arriver à ce résultat. Un des réseaux de neurones qu'on peut utiliser, c'est celui-ci. Donc rapidement, pour vous remettre dans le bain, ce qu'on va faire, c'est que à chaque entrée, on va lui associer un mot. Donc à la première entrée, le premier mot, etc., jusqu'à la fin de la phrase. On va lui mettre ça en entrée. Et en sortie, ce qu'on va attendre, c'est qu'il nous prédise le mot qui manque. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est l'engrenage qui nous intéresse, ou en tout cas une pièce de cet engrenage? Ça va demander un peu plus d'explication. C'est la partie un poil plus mathématique de la présentation, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tout d'abord, je vais juste introduire rapidement le principe de one-hot vector. C'est que, au début, quand on n'a pas de word embedding pour un mot, pour le
le faire passer à la machine, on ne va pas pouvoir écrire le mot. L'ordinateur, il n'arrivera pas à le comprendre. Donc simplement, on va dresser un index. On va prendre tout notre vocabulaire, de A à Z. On va construire un vecteur de la taille de ce vocabulaire. Et pour chaque mot, on va lui attribuer l'index. Au premier mot, le premier indice. Au deuxième mot, le deuxième indice. Au dernier mot, le dernier indice. Du coup, simplement, quand on va avoir une phrase, à chaque mot, on va lui attribuer un index. Et on aura notre vecteur. Vous allez comprendre très vite pourquoi ça nous intéresse. Voilà les seules opérations que ce réseau de neurones il va faire. On va les détailler, ça va être assez simple. On arrive sur nos entrées. Donc nos entrées, comme on l'a dit, on les transforme simplement en one hot vector. On va ensuite accéder à leur embeddings grâce à la première matrice de poids qu'on a définie tout à l'heure. Donc c'est ce qui va lier notre première couche des entrées avec notre couche cachée. Finalement, si vous imaginez qu'il y a beaucoup de mots dans le concept, ce qu'on va obtenir à la fin de cette opération, c'est une sorte de micmac de tous ces mots qui vont être mélangés. Une fois qu'on a obtenu une sorte de codage de cette phrase, on va faire l'opération inverse. C'est-à-dire qu'avec notre contexte, on va décoder le contexte. Ça, c'est la deuxième matrice de poids qui va s'en charger. C'est la partie la moins intéressante pour nous parce que cet engrenage-là, il n'est pas important pour nous. Mais qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un vecteur de probabilité qui à la fin va nous dire je pense qu'étant donné ce contexte, il y a 99% de chances que le mot qui manque, ce soit celui-ci. Du coup, si vous m'avez bien suivi, il y a deux engrenages principaux. La première matrice de poids et la deuxième matrice de poids. Et comme on l'a dit, c'est dans la première matrice de poids qu'il y a les word embeddings. C'est cet engrenage-là qu'on va extraire. Et à quoi il ressemble cet engrenage-là? Vu qu'on a utilisé un one hot vector au début, cette matrice, elle va contenir une ligne pour chaque mot du vocabulaire. Et sur chaque ligne, il y aura un vecteur. Et ce vecteur, il sera assigné au mot du vocabulaire correspondant. Et on va pouvoir jouer sur la taille de notre réseau de neurones, sur la couche cachée, on va grossir ou réduire nos engrenages pour avoir plus ou moins de longueur de vecteur. On va pouvoir ajuster cette taille. Ce n'est pas la seule chose qu'on va pouvoir jouer sur ce modèle. On va vous expliquer les paramètres les plus importants pour régler ce réseau de neurones. Voilà, comme Tanguy l'a dit, le principe du réseau, en fait, c'est pas vraiment la finalité qui est de prédire le mot manquant dans le contexte, mais c'est plus d'extraire pour chaque mot un vecteur qui est un petit peu la description du mot. Sachant qu'en fait, il y a deux approches pour ça. Donc celle que Tanguy a décrite, c'est on a un contexte, et à partir de ce contexte-là, on va essayer de prédire le mot qui manque dans le contexte pour que ce soit un... Et il y a l'autre approche qui est de dire, bon, en fait, on n'a qu'un mot, et à partir de ce mot-là, on va essayer de prédire dans quel contexte, naturellement, on devrait trouver ce mot-là. Donc la première approche, c'est l'approche qu'on appelle généralement le bag of words, et l'autre approche, c'est skipgram. L'avantage de la première, c'est que on va être plus précis pour les mots qui sont très fréquents, parce qu'on va avoir beaucoup d'exemples. Donc l'idée, c'est qu'en fait, notre réseau va s'entraîner avec beaucoup d'exemples pour essayer de prédire un mot. Donc plus un mot a de contexte disponible, plus il va être précis sur ce mot-là. Tandis que l'autre approche, c'est une approche qui est naturellement aussi plus lente, qui est un peu plus complexe, et qui va être plus précise sur les mots rares, parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir tant d'exemples, vu qu'on a autant de contextes qu'on veut, donc on sera un peu plus précis sur ces termes-là. Donc ça, c'est le premier point. Mais dans tous les cas, la finalité est la même, c'est à la fin, on va extraire de ce réseau-là, on va juste extraire les vecteurs associés à chaque mot. C'est ce qui nous intéresse. Donc c'est les vecteurs de poids qui vont être les vecteurs qui vont encoder un petit peu l'information de chaque mot. Vous aurez des exemples un peu plus tard pour vous montrer exactement comment ça marche et ce qu'on peut en faire. Le deuxième attribut sur lequel on peut jouer, c'est ce qu'on appelle la fenêtre. Donc c'est le contexte en fait. C'est quand on a un mot, c'est les mots qui sont avant, les mots qui sont après. Sachant que pour SIBO, donc pour les bag of words, c'est l'approche où on essaie de prédire le mot à partir du contexte. On regarde un certain nombre de mots avant, un certain nombre de mots après, et c'est tout. Et pour l'autre approche, skipgram, où on essaie de prédire le contexte à partir du mot, on regarde plus de mots avant et après, mais de manière un petit peu aléatoire. Des fois, on en regarde 3, des fois, on en regarde 5, des fois 1, des fois 2, etc. Ce qui fait qu'en fait, naturellement, on va donner plus de poids aux termes proches, qui en théorie définissent mieux le contexte, et moins de poids aux termes éloignés. Et donc, on peut aussi jouer sur la taille de cette fenêtre, donc la taille du contexte, parce qu'en fait, on pourrait dire, bon, bah, si on a une phrase, le contexte d'un mot, c'est peut-être toute la phrase, mais potentiellement, le mot qui est en 125e position, il ne décrit pas du tout le mot actuel. Donc là, on a un petit exemple tout bête, mais si on essaie de donner la définition de Stack Overflow par rapport à son contexte,
Si on prend une fenêtre de taille 1, donc on regarde juste le terme avant et le terme après, bon, on voit que c'est quelque chose à voir avec le web et avec proposer. Ça ne nous donne pas forcément beaucoup d'informations, si c'est juste ça le contexte. Deuxième exemple, on a site web et on a propose, question, réponse. C'est déjà plus intéressant. Ça encode déjà un peu plus d'informations sur ce qu'est Stack Overflow. Je pense que tout le monde connaît. Et dernier exemple, là on prend une taille de fenêtre qui est encore plus grande. Et on va aller beaucoup plus loin dans la phrase. Et on va pouvoir récupérer d'autres informations comme le fait qu'il y a programmation, il y a informatique. Donc on va peut-être apporter des informations en plus avec ce contexte. Mais à côté de ça, on va aussi mettre un certain nombre de termes comme large, choix, thème, concernant, qui n'aident pas forcément à décrire le terme. Donc c'est avec ça qu'on va jouer donc, sur cette taille de fenêtre, soit en essayant de donner un contexte plus local, soit en essayant de donner un contexte plus global, potentiellement en rajoutant du bruit, etc. Enfin, un autre paramètre du modèle sur lequel on peut jouer, dont Tanguy a déjà parlé, c'est la taille de notre embedding, c'est-à-dire pour chaque mot, la taille du vecteur qu'on y associe. Et donc, d'une manière générale, on associe un vecteur de taille 300, mais juste pour vous faire aux alentours de 300, un peu moins, un peu plus, etc. Mais juste pour vous donner un petit peu une idée, comme Tanguy a dit un peu plus tôt, en fait, c'est un peu comme si à un mot, on essayait de caser dans le vecteur tout ce qui permet de le décrire. Et c'est assez clair qu'on ne peut pas décrire un mot, par exemple, avec 2 dimensions. Si vous prenez n'importe quel mot, on ne peut pas, admettons qu'il est féminin et royauté, ça ne permettra pas d'écrire tous les mots. Donc il faut un certain nombre de dimensions pour permettre d'encoder ça. Forcément, plus on a de dimensions, plus on va pouvoir encoder des informations différentes, mais on va rajouter du bruit, on va avoir de la redondance, etc. Et moins on a de dimensions, plus on va réduire, plus on va aussi perdre de l'information. Donc en fait, il va falloir pas avoir un vecteur qui porte trop d'informations et au final qui porte trop de bruit, et pour pas avoir un vecteur non plus trop petit qui compresse trop l'information et qui perd l'information. Et enfin, il y a pas mal d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer. Un paramètre tout bête, c'est si on veut prédire un mot, on peut se demander est-ce que c'est intéressant de prédire ce mot-là ou pas. Par exemple, si on a un corpus qui est énorme et qu'on a un mot qui est présent une seule fois, on va essayer de prédire ce mot par rapport à son contexte. Mais si son contexte, j'ai vu un truc c'est le mot qu'on doit prédire, si c'est le seul contexte qu'on a, truc ça peut vraiment être n'importe quoi. Et juste avec ce contexte-là, on ne pourra pas donner une définition précise du mot, on n'aura pas assez d'exemples. Un autre point, c'est qu'on peut décider de regrouper certains termes. Par exemple, si on prend Wikipédia, on va voir le mot Victor qui va être écrit à plein d'endroits, le mot Hugo qui va être écrit à plein d'endroits. Donc on pourrait juste décider de prendre ces 2 mots-là et essayer de voir en fonction de leur contexte de les reprédire. Mais on va aussi avoir des endroits où il y aura marqué Victor Hugo. Et ça va apporter une information qui est un petit peu différente. Et on pourrait dire, plutôt que d'essayer de prédire Victor, d'essayer de prédire Hugo, on pourrait essayer de prédire ces 2 mots ensemble, qui portent un sens qui est un petit peu différent. Pareil, si on a aujourd'hui, on pourrait essayer de prédire aujourd'hui, qui n'a pas forcément de sens, et oui tout seul, etc. Et donc ou porte-monnaie, bref. Et l'idée, c'est là, on va rassembler des mots pour prédire quelque chose qui a un sens un petit peu différent de juste 2 mots séparés. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait à 365 talents. On vous montrera quelques exemples plus tard. Et quel est l'intérêt de justement rassembler certains mots. Après, on peut jouer sur le nettoyage, etc. Sur comment est-ce qu'on garde les accents, est-ce qu'on garde les majuscules. Bon, ça, c'est plus de la tuyauterie avant. Mais ça va aussi jouer sur le modèle. Et enfin, il faut savoir qu'il y a d'autres approches. L'approche qu'on va présenter, c'est Word2Vec. Donc, c'est-à-dire un mot, on va simplement essayer de le reprédire en fonction de son contexte, qui sont les mots avant et après. Il y a d'autres approches comme Glove ou FastText qui va plus se baser plutôt que de prédire en fonction des mots, mais en fonction des caractères. On va glisser sur les caractères avant et les caractères après. Ce qui nous permet par exemple de voir si on a déshumanisé. Dans déshumanisé, il y a human. Donc en glissant sur les caractères, on va des fois trouver d'autres informations qu'on n'aurait pas trouvées. Voilà, et donc là, on vous a donné juste un petit peu une vision globale de comment on peut paramétrer ce modèle, comment on en extrait des données, comment on associe un vecteur à un mot. Mais au final, ça ne vous dit pas comment est-ce qu'on utilise ces vecteurs et quel est au final l'intérêt d'avoir ces vecteurs. On vous rappelle qu'au moment où on a défini notre réseau de neurones, on s'était dit, on prend un mot et avec son contexte, on va pouvoir prédire ce mot. Et le mécanisme d'apprentissage va faire que des mots avec des contextes similaires vont avoir des vecteurs similaires. Et ça, on l'avait presque déjà avec l'autre approche. Qu'est-ce qu'on a en plus avec cette approche? Si on représente les 4 mots King, Man, Queen, Woman avec ces vecteurs, on a parlé tout à l'heure qu'on avait des outils mathématiques accessibles. Avec Word2Vec, ils deviennent encore plus accessibles. Par exemple, si on prend notre vecteur roi et qu'on lui enlève le vecteur homme, puis qu'on lui rajoute le vecteur femme, qui pourrait se traduire par enlever la part masculine et rajouter une part féminine, on va tomber sur le vecteur queen, reine. Et du coup, si vous vous rappelez ce qu'on avait imaginé dans l'approche intuitive en se disant
chaque caractéristique de mon vecteur, je vais pouvoir lui attribuer quelque chose, mais en fait, ça se passe vraiment dans le Word2Vec. Ça veut dire que pour chacun de mes vecteurs, je vais pouvoir jouer sur mes opérations pour tomber sur d'autres vecteurs. Et ça peut se généraliser à beaucoup de choses. Donc là-bas, on a notre exemple, entre king et man et entre queen et woman, on a les mêmes vecteurs, la même relation, mais on en a d'autres. Par exemple, entre les pays et leur capitale, ou entre les pronoms et leurs possessifs. On a plein d'exemples de ces relations qui existent entre les vecteurs. Et en fait, c'est presque ça qui va plus nous intéresser, qui va plus définir le langage que nous, on va utiliser pour le faire. Jusque-là, on a été un peu beau parleur, on vous a raconté plein de choses. Mais maintenant, on va pouvoir vous montrer un peu tout ce qu'on vous a parlé, tout ce qu'on a pu vous dire. On a préparé pour vous 3 réseaux de neurones, 3 Word2Vec, et on va vous montrer un peu les résultats qu'on peut imaginer avec ces modèles. Rapidement, pour vous présenter on va faire une petite démo pour vous présenter un petit peu les 3 modèles qu'on a. Si on a un modèle qui a été entraîné sur tout le vocabulaire de Wikipédia français, un sur tout le vocabulaire de Wikipédia français et anglais, ce qui nous permet aussi de faire un petit peu le pont entre des langues parfois. Et enfin un sur ça, plus d'autres sources, donc des profils, etc., des choses un peu plus du domaine de l'ARH, etc., donc d'autres sources de données. Donc dans les 2 premiers, c'est du SIBO, donc on prédit le mot à partir de son contexte, et dans le dernier cas, on prédit le contexte à partir du mot. Donc on a changé d'algorithme, sachant que pour cette approche-là, il vaut mieux avoir une taille de fenêtre un peu plus grande, et vu que l'approche est un petit peu différente, et que aussi elle va pondérer plus fortement les termes proches. Donc on peut rajouter une fenêtre plus grande, comme les termes éloignés, naturellement ils seront moins pondérés. Donc pour vous donner une idée, en gros Wikipédia français c'est 750 millions de mots, français-anglais 2,2 milliards et 2,5 milliards pour le dernier modèle. Donc ça c'est nos données d'entraînement. Donc c'est pour que vous ayez un petit peu une idée du volume que ça représente. Sachant qu'avant toutes ces données elles ont été préprocessées, savoir on enlève les majuscules, on enlève les accents, on regroupe certains termes comme Victor Hugo ou gestion de projet ou risk management, etc. On va dire c'est un seul terme, etc. Sachant que ça d'ailleurs pour regrouper c'est une approche statistique. On va voir quels termes sont naturellement très souvent ensemble. On n'est pas entré dans le détail mais hop. Je vais faire une petite démo avec quelques exemples un petit peu. Yes. Hop. Il est à côté, mais il faut juste le redescendre au terminal. Si on l'a pas perdu. Ouais. On va peut-être vous manger la première lettre. Non, c'est bon. Okay. Non, ça devrait aller. Bon, en gros, on va avoir 3 modèles qu'on a mis. Modèle français, modèle anglais-français, et un modèle qui combine ça avec d'autres données. Première chose qu'on peut voir, c'est un petit peu quelle quantité de mots au final on a gardé dans notre modèle, parce qu'on peut pas, on garde pas tous les mots qu'on va croiser. Nous, dans ces modèles-là, on s'est dit globalement, un mot qu'on voit moins de 40 fois dans notre dataset, il n'est pas forcément intéressant, on n'a peut-être pas assez de contexte. En vrai, souvent on peut monter à plus, mais après ça fait des modèles qui sont très lourds à utiliser. Ouais, descendre vraiment, pardon. Et donc là, on s'est limité un petit peu, mais pour vous donner une idée, en se limitant à 40, pour le modèle français, on a, vous ne voyez pas le début, je crois que c'est, on voit à peu près 400 000 mots. Essayez de voir si tu arrives à régler, mais sinon... Ouais, c'est en gros le modèle français pur, entraîné sur Wikipédia, on a gardé au total 400 000 mots. Le modèle anglais et français, on a gardé un peu plus d'1 million de termes. Et le dernier modèle, on en a encore un petit peu plus, donc ça doit être 1,5 million ou quelque chose comme ça. C'est juste pour vous donner une idée en fait, de la 1,3 million, donc c'est pour vous donner une idée de la quantité de termes que notre modèle va connaître. Il faut imaginer que derrière chacun de ces modèles qu'on a entraînés, on a récupéré notre engrenage. Et là, par exemple, pour le dernier modèle, cet engrenage, sa taille, c'est 1 300 000 mots de vocabulaire. Et vu qu'on a décidé d'avoir 300 caractéristiques possibles, on a une matrice de taille 1 300 000 x 300. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Donc en fait, comme l'avait dit Tanguy aussi, l'idée de base, c'était un petit peu d'être capable de dire, quand on a 2 mots ou 2 phrases, si on généralise un petit peu, est-ce qu'elles sont plutôt similaires, est-ce que ça parle de la même chose ou pas du tout. Donc, ouais, je trouve que c'est carrément un peu. Hop. On n'a pas un papier pour le petit souris. Attends, je vais prendre aussi. Yes. J'explique en attendant.
Donc en gros, bon, un exemple un petit peu tout simple, c'est on va avoir ces deux phrases-là. Marc aime les pommes, c'est écrit un petit peu bizarrement parce qu'avec le nettoyage, on ramène chaque mois leurs racines, etc., etc. Mais en gros, on va voir Marc aime les pommes et Marc aime les poires. Donc nous, intuitivement, on se dit, ça veut à peu près dire la même chose, c'est la même idée qui est transmise. Donc là, en gros, on va calculer la similarité entre ces deux phrases, on peut faire la même chose entre des mots. Et en gros, ça va donner un score entre -1 et 1. Donc la mesure de similarité, c'est mesure cosinus. Donc en gros, on va projeter les vecteurs. En gros, c'est l'angle entre les vecteurs. Si vous vous rappelez, les vecteurs étaient définis par leur taille et leur angle. Et ce qu'on va comparer là, c'est les angles. Savoir si est-ce que les vecteurs ils sont dans la même dimension. Et là, les vecteurs de ces deux phrases, ils sont à 90% dans la même dimension. C'est pas tout à fait vrai, mais imaginez-le comme ça. Comment vous obtenez le vecteur pour une phrase, puisque vous parliez de vecteur pour des mots jusqu'à présent? C'est ça. Bah là, on peut imaginer qu'on peut combiner les vecteurs. En fait, c'est le vecteur moyen, pour ainsi dire. Ah ouais, il faut des contrôles plus. Agrandir un peu le display, ouais. Yes. Celui-là, commande plus. Et voilà, c'est l'idée. En gros, pour une phrase, on peut prendre le vecteur moyen, parce que certes, si on a une phrase qui est trop grande, on va finir par avoir un vecteur qui va un petit peu plus rien dire, mais quand on a juste quelques termes, c'est une assez bonne approximation. En fait, il y a quelques approches qu'on peut faire pour améliorer dans certains cas, mais bon, dans le cas général, ça nous suffit. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc là, c'est un autre exemple avec Marc aime les pommes et Luc aime les pois et les pommes aussi. En gros, on a juste changé le nom, c'est pareil, on reste quand même très proche. Mais on a quand même une différence qui est un petit peu plus grande, mais pas rien de significatif. Maintenant, on peut prendre un autre exemple. Je garde toujours la même phrase, mais pour vous montrer. Donc là, on a toujours des fruits, on a toujours des personnes qui aiment des fruits. Bon, c'est pas très intéressant, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'au final, c'est un modèle qui réussit quand même à bien agréger toutes ces informations. Donc là maintenant, est-ce que Marc aime les pommes et Marc aime les livres? Là, on est passé de deux fruits, des choses qui étaient naturellement proches, à des domaines qui sont déjà plus éloignés. Donc là, on voit que le score reste élevé, mais quand même beaucoup plus bas que précédemment. Parce que certes, on a des termes en commun, certes, l'idée c'est toujours d'aimer quelque chose, mais c'est plus du tout le même genre de choses qu'on aime. Et on peut donner un autre exemple, quelque chose qui a vraiment rien à voir pour le coup. Peut-être juste ça, non? Ouais. Hop. Donc voilà, donc Marc aime les pommes et le chat regarde la lune. Là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir. Et on voit que le score de similarité est beaucoup plus bas. Sachant qu'on peut trouver des exemples. Si on prend Marc aime les pommes avec un produit chimique ou quelque chose comme ça, on va avoir des scores qui sont à 0, voire même en négatif. Donc déjà, on voit que notre idée de base, qui était de dire est-ce qu'on est capable de comparer deux mots et aussi par extension deux phrases, c'est quelque chose qui est plutôt respecté. Maintenant, comme on le disait plus tôt, on a un certain nombre d'autres opérations qui sont aussi intéressantes à regarder. Et la première qu'on peut regarder, tu prends la démo un peu ou... Ouais, vas-y. Hop. La première qu'on peut regarder, c'est, vu qu'on compare des vecteurs, est-ce que si on nous donne un certain nombre de termes, on serait capable de repérer si parmi ces par exemple, on va jouer à l'intrus sur ces mots-là. voilà, c'est ça. L'idée, c'est de trouver un intrus. Donc là, ça reste assez simple, je ne sais pas si vous voyez toute la phrase. Là, le modèle va réussir à reconnaître que chat, c'est le plus éloigné. Commande. Chat est le plus éloigné parmi tous les mots qu'on a. Moi, jusque-là, vous pouvez peut-être vous dire, bon, j'aurais pu le faire. Mais par exemple, si on va chercher un peu plus loin, des exemples un peu plus détaillés. Donc là, on n'a que des poètes, sauf Victor Hugo. Vous, bien sûr, vous l'aviez immédiatement repéré. Est-ce que... Pardon? Peut-être moins que les autres, parce qu'il était aussi écrivain. En tout cas, il a une différence, et on a été capable de la repérer. Bon, l'idée, c'est juste de montrer que le modèle a réussi à apprendre de manière un petit peu générale, et on peut se dire sur les exemples, différencier un chat d'une poire d'une pomme, c'est facile. Même sur des termes qu'on a eu de manière beaucoup moins fréquente dans le modèle, et sur des termes sur des domaines beaucoup plus fixés, il a aussi été capable de discriminer les informations. Oui. Pour détecter l'anomalie, il prend chaque mot, il construit des vecteurs, après il fait la similarité en chaque mot, en chaque bout de mot. Les vecteurs sont... Oui. Ok, donc la question c'était de savoir si... Comment il calcule la similarité pour trouver Ouais. l'anomalie? Comment il arrivait à obtenir ce résultat-là?
L'idée, c'est que chaque mot, on a déjà trouvé son embeddings, puisqu'on l'a construit avant, le modèle a été généré avant. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est juste comparer. Donc simplement, on va comparer les mots de 2 à 2, et on va chercher le mot qui est le plus éloigné de tous les autres. Et quand beaucoup de dimensions sont communes, où là, on a vraiment mis que des poètes, mais le dernier poète est un poète anglais. Voilà. Qu'est-ce qui manque au début? Ah ouais, normal. Des petits caractères Ouais, en trop. j'ai mal fait mon copier-coller. On recommence. Hop, voilà. On a réussi. On ne pouvait plus les discriminer sur le fait d'avoir été un écrivain ou sur la poésie. Du coup, on a dû aller chercher ailleurs. Et peut-être qu'une des dimensions, qui était la plus discriminante, c'était le pays. Peut-être tu peux mettre les 3 points Ouais. pour ça. Ok. En gros, juste pour vous expliquer un petit peu aussi pourquoi on a cette problématique chez nous, pourquoi on a décidé de passer par ces modèles, c'est qu'on a un certain nombre de problématiques dans le domaine de la RH, donc à savoir traiter des CV, etc., et reconnaître des compétences. Et il faut qu'on soit capable de voir si une personne a exprimé une compétence d'une certaine manière, une autre personne d'une autre manière, est-ce qu'on va parler de la même compétence, même si elle écrit différemment ou pas. Par exemple, certaines personnes vont marquer gestion de projet, d'autres management de projet, suivi de projet, chargé de projet, etc., etc. Derrière, on a quand même la même idée. Il faut qu'on soit capable de dire, bon, bah, c'est la même chose, ou en tout cas, ça reflète un petit peu la même chose. Mais à côté de ça, une personne qui a mis gestion de risque, comme on a dit un peu plus tôt, gestion de projet et gestion de risque, on a toujours le terme gestion, mais ça, c'est pas du tout le même domaine. Donc c'était un petit peu notre problématique de base. Donc là, on a un exemple. Voilà, c'est plus ce genre de questions que nous, on va chercher à poser à nos modèles. Donc là, évidemment, c'était Java, vous vous en doutez. Pas du tout, on peut se demander, ouais, pourquoi Java? Effectivement, on s'est posé aussi cette question-là. Donc, la meilleure manière de savoir pourquoi Java, c'est de regarder qui sont les amis de Java, avec qui il a l'habitude d'être dans des contextes. Du coup, pour ce faire, on va simplement... Ça a marché? Ouais. Ça devrait marcher. Sinon, on peut faire le mot similaire, on verra plus tard. On va simplement chercher ce qu'est Java. Donc le modèle là qu'on utilise, pour l'instant, c'est le modèle français. On Donc a ça, appris c'est que sur Wikipédia français. Ouais. Ah oui, raté. Il y a une île qui s'appelle Java. Et comme c'est le plus fréquent... Hop, pardon. On va refaire cette manip. Et comme c'est le plus fréquent, il y a aussi les champs Java, etc. Donc bah, au final, c'est normal qu'il ait été différent des 3 autres parce que bah, c'était pas forcément le bon. Donc cette fois-ci, on va aller plutôt vers nos autres modèles. Donc par exemple, notre modèle qui est bâti à partir de Wikipédia anglais, Wikipédia français, LinkedIn, d'autres données. Cette fois-ci, Java, il va être proche de voilà, des choses qu'on connaît déjà un peu plus, en tout cas pour certains. Du coup, il faut faire attention à quelles données on utilise. Ça nous montre un peu que parfois on croit qu'on a quelque chose et ça va pas forcément être le cas. Si on prend par exemple... Tu peux reprendre tes exemples plus haut là. Ouais, je voudrais faire avance. Avance. On peut faire... Visualiser une image de mots pour justement voir. On pourrait vous montrer des images, mais là avec 400 000 mots... Ah d'ailleurs, on n'a pas mis la diapo. Ouais, on n'a pas mis la diapo. Mais Pas grave. sur un mot, on ne peut pas visualiser son image, les mots les plus proches, On pourrait, en fait, c'est ce système-là de most similar qui va le faire. qui permettrait de voir justement quand on se retrouve Effectivement. avec Java qu'on n'est pas dans le bon, Bah, dans le bon dico. On peut le faire, nous on le fait de cette manière, on peut le faire en visualisation. Il y a juste une opération mathématique qui va se faire en plus parce qu'on ne peut pas visualiser un vecteur à 300 dimensions. Donc il va falloir l'écraser et voir sur quelle dimension c'est le plus discriminant. Cette opération-là, on ne va pas la faire là, on pourrait la faire. On va préférer celle-là qui est un peu plus simple à manipuler. Un autre exemple, par exemple, ça va être étudier le mot avance. Donc on a appris un petit peu qu'est-ce que c'était le mot avance dans Wikipédia. Voilà, le mot avance est lié au fait d'être en retard, d'être en avance ou pas. En gros, c'est plus la notion d'être à l'heure ou pas. C'est un petit peu ce qu'on a croisé le plus souvent et ce qui nous a orienté le mot. Donc là, on a aussi, à côté, on a un petit peu les scores, donc c'est le mot similaire. Donc c'est en fait, avance, il est très proche de retard, mais seulement avec un score de 0,57, ce qui n'est pas très élevé. Et à côté... C'est les 10 mots les plus proches d'avance, je ne sais pas si c'était clair sur ce qu'on a vu. Ouais. Et à côté de ça, on peut regarder sur le dernier modèle qu'on a généré, qui prend aussi en compte des profils, un certain nombre d'autres données. Cette fois-ci, avance, il aura plus la notion de niveau intermédiaire, de niveau basique, de niveau avancé. Et
effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on a décidé d'enlever les accents. Ben, peut-être que nous, on n'aurait pas dû. Par exemple, sur ce cas-là, on a deux modèles, on travaille sur des données différentes, qui vont nous donner des vecteurs différents, en tout cas des comportements différents. Donc tout ça, il va falloir le gérer de notre côté et vérifier que ce qu'on veut faire, on le fait bien. On peut peut-être aller sur un dernier exemple. Ouais. Faut que je le tape, non? Ah, tu peux, Vas-y, je le tape. tape-le, je pense. Ouais, du coup, peut-être que vous avez un peu plus compris le sens du titre, NLP Word Embeddings. La phrase du dessous, c'était Tintin est à Milou, ce que Rantanplan est à Lucky Luke. Donc c'est un peu notre histoire de reine, roi, femme, homme. Du coup, si on essaye, ça m'énerve. Ouais, on l'a déjà fait tout à l'heure. Parfait. Hop. Donc, ce qu'on va faire ici, simplement, on l'a réécrit, mais l'opération, c'est que on prend Milou, on lui ajoute le vecteur Lucky Luke, et on lui enlève le vecteur Tintin. Donc là, c'est les vecteurs qu'on va ajouter, et là, les vecteurs qu'on va enlever. Donc si vous vous rappelez un peu ce que ça faisait graphiquement en 2 dimensions, on va le faire en 300 dimensions. Et il va nous donner le top 10 des vecteurs les plus proches du vecteur qu'on aura artificiellement créé là. Donc voilà, c'est vraiment tout l'intérêt du modèle. Ah oui. Et en premier, on... Ah, je relance. Hop. Voilà. Donc là, on obtient bien notre Rantanplan. Donc, le modèle a été capable de comprendre que la relation qui lie Milou à Tintin, c'est un peu la même que celle qui lie Rantanplan à Lucky Luke. Et ça, on va pouvoir le faire pour beaucoup de choses, comme on l'a montré tout à l'heure, pour les villes, etc. Mais on va pouvoir faire des trucs bien plus marrants. Pour le Saruman, par exemple. Saruman, après je ferai traduction peut-être. Ouais. Bon, un exemple un peu bête qui marche d'ailleurs à peu près avec tous les modèles qu'on a pu faire, c'est est-ce qu'on est capable... Yes. En gros, est-ce que même à une personne ou quelque chose comme ça, on peut y associer un petit peu une idée? Par exemple, bon, je pense que vous voyez à peu près tout ce dont on parle là. Qu'est-ce que c'est la version mauvaise de Gandalf? C'est une question toute bête qu'on pose. Il dit, bon, voilà, en fonction de ce qu'il a appris sur Wikipédia et ce qu'il a appris sur un petit peu tout le reste, il dit, bon, bah voilà, la version mauvaise de Gandalf, c'est plutôt Saruman. J'ai eu une dame qui connaissait pas trop là-bas. C'est deux magiciens dans Le Seigneur des Anneaux, qui sont le magicien blanc et le méchant magicien. Voilà. Du coup, en faisant simplement Evil Good, on arrive à retrouver sur le bon méchant. Du coup, tu voulais tester quoi après? La traduction peut-être. Elle est où? Je sais. Pour vous montrer un petit peu toutes les choses qu'on fait, et par exemple pourquoi aussi on avait construit un moment un modèle qui se basait à la fois sur LinkedIn en français et LinkedIn en anglais, c'est qu'on s'est dit peut-être, avec de la chance, on va réussir à faire un petit peu des ponts entre les deux langues. Et imaginez que vous êtes capable de faire de la traduction en mettant par exemple un mot, en enlevant la partie anglais et en rajoutant la partie français. C'est assez fort quand même. Voilà, pour vous montrer quelque chose qui ne marche pas du tout, on avait notre modèle où on a appris juste sur Wikipédia en français. Donc là, on va essayer de voir Project Management, c'est une compétence en anglais. En français, comment est-ce qu'on l'exprimerait? Donc là, on essaie, avec ce modèle-là, bon, ça tape vraiment complètement à côté. C'est vraiment perdu. Pour le coup, c'est vraiment bien perdu. Parce que de base, c'est un terme qui est très rare. Donc les contextes définissent pas forcément ce que c'est. Donc le vecteur est parti complètement en sucette. Ça veut un petit peu rien dire. Hein. Donc là, ce qui se passe, c'est que français et anglais, dans la représentation de vecteur, elle le tire un peu trop. Et du coup, on va retomber sur d'autres pays ou même parfois des choses qui n'ont complètement rien à voir. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'on a fait aussi notre dernier modèle. C'était un petit peu pour résoudre... Ça a copié le... On peut voir juste le voisinage de Project Management dans le même... Ah, dans ce modèle-là? Ouais. Donc c'est quoi, c'est modèle français? Donc, juste, pourquoi est-ce qu'il y a un tiret ici? C'est notre histoire de Victor Hugo tout à l'heure. C'est-à-dire que projet et management, c'est deux mots différents. Mais project management, c'est encore quelque chose de différent. Ah ouais, t'as raison. Merci. Donc c'est pas horrible non plus ce que ça a trouvé, mais par exemple les premiers termes qui remontent, c'est pas exactement la même chose. Certes, c'est proche, ça reste un petit peu des compétences, etc., mais ça définit pas non plus la même chose, ça définit pas vraiment la même entité. Et surtout, c'est des mots qui sont en anglais. On pourrait s'attendre à directement trouver peut-être la comparaison en français. En fait, c'est pas le cas. Pourquoi ces mots en anglais existent? Parce que dans Wikipédia français, on est bombardé de presque tous les mots en anglais.
on aurait eu du mal à l'imaginer que software engineering, bon pourquoi pas, innovative, on peut se poser la question, pourtant ils sont tous présents, et plus de 40 fois. Donc si on utilise, plutôt que notre modèle français, on va réutiliser notre modèle anglais-français. Anglais-français, autre source, du coup. Cette fois-là, voilà. Cette fois-là, Ah, j'ai pris un autre exemple, désolé, mais... On va essayer avec Project Ouais, Management, je vais essayer celui-là. l'idée est la même. Yes. On a enlevé la partie anglaise cette fois-ci parce qu'on avait le mot français, on a rajouté la partie française, et on est tombé sur la traduction. Voilà, et l'intérêt, du coup, c'est qu'on peut faire tout un tas de petites choses comme ça et on peut penser à un certain nombre de problématiques qu'on peut avoir. Donc là, c'est une problématique de traduction, mais on peut aussi avoir des problématiques de dire, bon, bah voilà, est-ce qu'on serait capable, si on a un métier, de détecter les différents niveaux de seniorité du même métier? Donc là, un exemple qu'on a et qui ne va pas marcher aussi dans les anciens modèles qu'on avait et qui va mieux marcher dans les nouveaux modèles qu'on a un petit peu tunés à notre manière justement pour ces problématiques-là, c'est si on se dit, bon bah voilà, on a un RH, qu'est-ce que c'est la version senior d'un RH? Tiens, si on a une personne qui travaille dans les RH et qui va évoluer vers des postes supérieurs, qu'est-ce que ça va être son poste potentiellement plus tard? Hop. Faut que je retrouve ma ligne. Ouais. Yes. Yeah. L'astuce qu'on va utiliser là, c'est que plutôt que d'enlever anglais et de rajouter français, on va enlever junior et on va rajouter senior. C'est-à-dire que cette sorte de caractéristique qui va gérer l'âge ou la seniorité de la personne, on va la forcer à être au maximum. Je relance du coup, pour que vous y voyez. Hop. Et voilà. Et de RH, on va passer à DRH, donc directeur des ressources humaines. Voilà, c'est un petit peu tout l'intérêt du modèle. Bon, il y a toujours des mots qui se battent derrière qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais c'est un petit peu l'idée, c'est que justement on va pouvoir non pas se limiter juste à un mot et des bases de synonymes qu'on pourrait avoir ou tout un tas de relations écrites à la dynamiquement et puis surtout qui est facile à mettre à jour. Est-ce que vous avez trouvé des sens sémantiques au vecteur directeur de vos différentes dimensions en faisant un mot similaire sur un vecteur directeur? Ouais, la question c'est de savoir s'il y a des vecteurs qui pourraient former une sorte de base. On pourrait... Vous avez créé un espace en 300 dimensions. Ouais. La question c'est, est-ce que chacune de ces dimensions, indépendamment, vous avez fait un most similaire sur chacune de ces dimensions pour voir s'il y avait une catégorie de mots qui pouvait se rapprocher de chacune de ces dimensions? Donc la question c'est, pour nos 300 dimensions qu'on a choisies, est-ce qu'on est capable de nommer chacune des 300 dimensions? En fait, ce qui se passe, c'est que les 300 dimensions, c'est pas nous qui les avons choisies, nous on a choisi le nombre. C'est le réseau de neurones qui va lui-même définir en quelque sorte quelles sont ces dimensions. Ouais, justement, si tu as un vecteur mode similaire de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, qu'est-ce qui se passe? Ah, effectivement, non, on n'a pas essayé ça, pardon. Mais d'une manière générale, ce qu'on trouve dans les littératures, c'est qu'en fait, nous, l'exemple qu'on a donné, on vous a un petit peu menti, on vous a dit, bon, bah voilà, on a peut-être une dimension, c'est le fait d'être masculin ou féminin, une dimension, c'est peut-être la royauté, etc. Et en fait, généralement, c'est beaucoup plus diffus que ça. C'est un petit peu réparti entre plusieurs dimensions. Mais bon, peut-être. C'est vrai. Ouais, on pourrait l'essayer, effectivement. Et pour là-dessus, si on fait une réduction de dimension, c'est possible ou pas? On pourrait, sur les 300 dimensions, Ouais, bon, en fait, refaire une projection. on pourrait le faire directement avec OS. On va juste finir, il nous reste 5 slides et après on va revenir sur les questions, on va remettre la démo si vous voulez jouer un peu avec. Donc on finit par juste 4 petites slides sur ce qu'on peut faire un peu avec ces word embeddings, ce qu'on va réussir à faire. Donc nous on a pris des textes de Wikipédia, mais il y a des gens qui ont pris des textes des années 1900, des textes des années 1950, des textes des années 2000, qui ont comparé un peu où se plaçaient certains mots en fonction des années. Et avec ça, on peut faire une étude presque historique de chaque mot, de la position, de comment il va être utilisé. Donc par exemple, broadcast, donc, qui est plus diffusé. En 1850, c'était plus de bouche à oreille, de la diffusion d'informations. Au fur et à mesure, on commence à passer par les journaux, la télé, la radio. Et en fait, aujourd'hui, il va être diffusé, il va être beaucoup plus lié à la télé, en fait. Donc on va pouvoir suivre l'évolution de ces mots. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Un autre exemple, on en avait parlé un peu avant, c'est l'analyse de sentiments. Donc là, quand on parlait de phrases, justement, donc là, avec des modèles qui se basent sur les word embeddings, on va être capable de prédire l'émoticône qui va correspondre au sens de la phrase. Et là, ça peut aller même assez loin parce que on peut se dire, you love me, il pourrait directement utiliser love et mettre quelque chose qui serait complètement faux, mais là, il a bien compris le sens de la phrase et était capable de prédire la bonne émoticône.
Donc là, vous pouvez aller sur ce site et jouer avec si vous voulez un peu. Après, il y a des choses un peu moins marrantes dans les données. Par exemple, en utilisant juste Wikipédia et en faisant de l'analyse de sentiments, on peut faire une IA raciste sans le vouloir. C'est-à-dire que, quelque part, caché dans les dimensions même de Wikipédia ou d'autres textes, en fait, par exemple, les noms de noirs par rapport aux noms de blancs, il va y avoir des différences sur les sentiments. C'est-à-dire que simplement, si on met Jean aime une pomme, on va avoir un sentiment qui va être en moyenne positif, alors que, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, Saïd aime la pomme, donc la même phrase, en changeant le mot, directement, le sentiment il va tomber alors qu'il ne devrait pas être, justement, il ne devrait pas avoir ce biais sur les prénoms. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait avec, parce qu'il y a des méthodes pour faire en sorte que, justement, ça, ce ne soit pas biaisé, mais qu'on remette tout au même niveau. Donc il faut garder un sens éthique avec tout ce qu'on va faire de ces données. Enfin, j'aimerais finir sur une petite note, celle qu'on a fini aussi, qu'on a fait en fin de démo. C'est-à-dire que actuellement, et donc c'est un papier qui est assez récent, octobre 2017, ce qu'on essaye de faire nous chez 305 Talents, c'est que on veut faire de la traduction, et d'habitude pour la faire, on utilise des datasets énormes de données parallèles, de données traduites. Cette phrase-là en français, cette phrase-là en anglais, et ça pendant 50 millions de phrases. On n'a pas forcément les moyens ni les capacités d'avoir ces datasets. Et avec les Word Embeddings, on a pu développer des modèles, tout simplement en prenant Wikipédia anglais et Wikipédia français, mais peut-être pas forcément Wikipédia français, on aurait pu prendre LinkedIn français ou Doctissimo français. Les données n'ont pas forcément à avoir un lien entre les deux. Et en fait, simplement en créant les deux Word Embeddings, on va être capable, un peu de la manière où on l'a fait tout à l'heure en faisant anglais, français, on va pouvoir rapprocher ces deux datasets, ces deux espaces de vecteurs, jusqu'à les fusionner et être capable de dire que finalement, on va créer un espace où le mot le plus proche de chat, ce sera cat. Le mot le plus proche de chien, ce sera dog. Donc on sera capable de faire de la traduction mot à mot, mais sans jamais avoir dit à un seul instant tel mot en français est équivalent à tel mot en anglais. Et ça reste assez fort. Jusque-là, on a essayé de vous guider vers qu'est-ce qu'étaient les Word Embeddings. On vous a présenté globalement ce que nous on en faisait, ce que les autres pouvaient en faire, le fonctionnement un peu général. On a essayé de répondre à une question, et j'espère que ça a suscité plein d'autres questions chez vous. Vous allez pouvoir continuer votre chemin en sachant ces bases et en cherchant soit par vos propres moyens, soit en nous posant des questions. En tout cas, on espère que la présentation vous aura plu. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. J'ai une question par rapport à la traduction. En fait, quand vous prenez un terme et vous enlevez français et vous rajoutez anglais, cette méthode-là de vecteur, en fait, c'est quand on a un contexte autour, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont apparus autour du mot, mais dans le cas de la traduction, le mot français et anglais n'était pas forcément apparu à côté de Project Management. Donc je vois pas vraiment comment ça peut marcher. En fait, dans le réseau de neurones qu'on va créer, très grossièrement, au moment où on va envoyer tous les mots dans la machine et qu'on va faire apparaître les contextes, on va voir que ce qui relie français et project management, et gestion de projet, alors finalement la relation entre les deux, ça va être la même entre risk management et English. Ça veut dire que effectivement, à aucun moment on a connecté les deux, mais on a connecté le français et l'anglais, mais pourtant on a été capable de dire que la relation qu'il y ait le français au mot français et l'anglais au mot anglais, on a été capable de la trouver. Ça marche clairement pas pour tous les mots, mais ça marche pour certains mots qu'on va réussir à avoir. Pour certains, ça va pas du tout marcher. Par exemple, il y a plein de mots comme on a quoi? On a chair. En français, la chair c'est la peau, alors qu'en anglais, chair ça va être un comité, mais une place, une chaise. Ou une chaise. Ouais. Du coup, rien que par exemple pour ce mot-là, on va pas savoir si on l'utilise en français ou en anglais. Donc dans notre modèle Wikipédia anglais-français, ce mot-là, il l'aura vu dans des contextes français, il l'aura vu dans des contextes anglais. Comme on l'a dit, si on cherche le most similar de chair, soit le français aurait écrasé l'anglais, soit l'anglais aurait écrasé le français, soit ça va être entre les deux et ça va être un peu n'importe quoi. D'ailleurs, on peut montrer un exemple avec Said. Ou par exemple, si on prend Wikipédia français,
Moi je dis Wikipédia français, c'est notre premier nom de Saïd, donc Saïd. Donc en français, il va nous sortir beaucoup de mots qui sont un peu connotés de la même manière, mais en tout cas des prénoms. Si on questionne notre modèle anglais-français, là ce sera le verbe. Du coup, on n'aura que les verbes, vous voyez, ou on peut peut-être monter un peu, on fait des entrées. Ouais, vas-y. Donc là, on n'aura que des noms, mais pourtant c'est Wikipédia anglais plus français. Ça veut dire qu'il avait le sens du prénom Saïd, du français, mais Wikipédia anglais est tellement plus gros que Wikipédia français, et Saïd est bien plus utilisé en anglais que Saïd en français, donc il a écrasé le deuxième sens de Saïd. Et maintenant, si on va essayer le dernier modèle, Regardez les majuscules du coup pour le prénom Saïd. par exemple, ça pourrait devenir. Si on regarde le dernier modèle, lui il est complètement à l'ouest. Il a un peu le micmac des deux et il va pas s'en sortir. Il va sortir des prénoms, il va sortir de l'anglais, mais il va être largué. Merci. D'autres questions? Oui. Pour vulgariser un peu en fait, la boîte noire de réseau de neurones, ce que j'ai compris selon ma compréhension, c'est comme un type d'apprentissage non supervisé qui prend en compte le scoring en fonction de similarités ou de différences entre les mots. Par contre, est-ce que vous avez envisagé, par exemple, de prendre en compte aussi des dictionnaires de synonymes antonymes parmi pour une plus grande précision de l'explication d'un certain mot? Juste la fin, tu peux résumer. Est-ce qu'on a envisagé à un moment d'utiliser des dictionnaires d'antonymes, de synonymes, etc. pour compléter le modèle? Je vais juste revenir sur un point que tu as dit. Tu as dit que le modèle était non supervisé. En fait, c'est pas le cas parce qu'on prend les données de Wikipédia. Du coup, on a notre phrase, on enlève un mot de la phrase, on donne la phrase et on connaît le mot qu'il doit prédire. Donc c'est du supervisé. Ouais, on est capable de lui dire le mot que tu aurais dû trouver, c'est lui. Donc il y a le contexte. Voilà, il y a le contexte. Maintenant, j'en ai parlé un petit peu plus tôt avec WordNet, où justement, c'est des linguistes qui se sont amusés à créer tous ces synonymes, ces antonymes, etc. Ça marche pour ce que ça veut faire. Pour nous, on va plutôt vouloir la masse de vocabulaire qui nous est accessible. Après, une approche qui lie les deux, ça pourrait exister. Il y a des approches qui lient le Word2Vec et l'approche statistique qu'on a vu un peu avant, qu'on a appelé nous approche intuitive. Il y a des modèles qui lient ces deux-là. Il y en a un qui s'appelle Glove, par exemple, qui va avoir justement un peu les avantages des deux. Mais des modèles comme ça, peut-être que ça existe. Nous, en tout cas, on voit mal comment l'intégrer. Voilà, naturellement, ça nous satisfait. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour faire du pré-processing? Alors, ouais. Du coup, l'outil qu'on utilise pour faire du pré-processing, on est en train de retravailler un petit peu dessus, mais en fait, on a fait quelque chose d'un petit peu custom. Parce que, en tout cas, quand on a commencé à travailler dessus, la plupart des outils qui étaient disponibles à l'époque, c'était soit trop lent, soit on avait tout un nombre de cas qui nous intéressaient. Par exemple, C++, ça allait transformer en C. Est-ce que ça enlevait les plus, enlevait les tirés? Ou alors, c'est des moteurs de règles, il fallait tout écrire en règle, ça prenait un temps fou. Donc, pour le coup, on a fait quelque chose d'un petit peu custom. C'est-à-dire, on enlève les accents, on enlève les majuscules, on garde les caractères spéciaux quand ils sont dans un certain contexte. Même chose pour les chiffres. Les chiffres seuls, on les enlève. Les chiffres avec des lettres accrochées, on les garde, etc. Sachant que c'est clairement pas une approche qui est parfaite parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a quelques exemples qu'on n'a pas montrés là, mais qu'on pourrait montrer. Globalement, le même mot qui va être écrit de plusieurs manières différentes, ou alors des mots qui étaient complètement différents qui vont être amenés sur le même mot au final. Par exemple, un D à jouer D accent aigu et 2. Ou avance. Oui, voilà, ou avance par exemple. Oui. Avance, avancé et accent aigu avant, bref, qui vont être amenés. Donc pour le coup, ouais, c'est clairement un petit peu quelque chose qu'on a fait de manière custom. Il y a pas mal d'approches qui existent, mais là justement on est en train d'évaluer d'autres approches pour voir si ce serait pas mieux ou pas. Mais oui, pour le coup, c'est vraiment, on a tout construit à la main. Oui. Quand vous calculez la similarité entre deux phrases, donc vous avez dit qu'on ne prenait pas le vecteur de la phrase, mais la moyenne de tous les vecteurs des mots. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on compare la similarité entre une phrase et une métaphore qui donne le même sens à peu près? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et puis pareil pour la traduction, lorsqu'on a des sens cachés, et la banale par exemple, est-ce que ça traduit le bon sens qu'on attend ou pas? Vu qu'à chaque fois, c'est des segments de mots qu'on comprend. Tu veux répondre? Tu veux? Sinon je compléterai. Ah, oui, il faut répéter. Ok. Donc en gros, c'est quand on a des phrases avec des sens un petit peu cachés qui ne sont pas le sens évident,
comment est-ce que le modèle se comporte, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on est capable, par exemple, sur elle à la banane, de rattacher le On envoie sens? une phrase et une métaphore. Oui. Vu que chaque mot dans la métaphore, ça va renvoyer dans un contexte qui est différent. Oui, c'est ça. Quand on prend deux phrases, si on les lit littéralement, qui ont des sens vraiment différents, mais en fait, il y en a une qui a un sens qu'on connaît nous deux, un sens d'usage qui est différent du sens écrit, oui, comme elle a la banane. Ok. Les cas comme ça, généralement, ça pose pas mal de problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, on travaille avec des n-grammes, c'est-à-dire qu'on va rapprocher les termes ensemble. C'est pour gérer un petit peu toutes les expressions. Il y a aussi certaines expressions qu'on va raccrocher ensemble. Parce que, par exemple, si on reprend l'exemple de gestion de projet, si on ne raccroche pas les deux ensemble, on va avoir juste gestion qui se balade dans tout un tas de contextes, projet qui se balade dans tout un tas de contextes. Et les deux vont avoir un vecteur moyen qui n'est pas du tout le même que le vecteur de gestion de projet en tant que tel. Donc non, généralement, quand on a des cas comme ça, vu que pour chaque mot, on a un vecteur qui est un vecteur moyen, qui est au final le vecteur du contexte le plus fréquent. Par exemple, banane, ça va se trouver dans 90% dans des contextes où on va parler de fruits. Donc ça va vraiment se focaliser sur ce sens-là. Par contre, on peut travailler des fois sur des expressions, mais c'est quelque chose qu'on va faire un petit peu, qu'on va essayer. Voilà. Si tu mets des espaces entre les mots. Ouais, c'est Il va avec des faire la espaces. moyenne entre les deux. Ouais. Et du coup, là, clairement, il va faire n'importe quoi. Donc oui, justement, les cas, quand on a un cas qui n'est pas le sens principal d'un mot, des fois, on va avoir un petit peu de la chance, ça va être encodé quelque part dans les dimensions, mais souvent, ça va être complètement écrasé par le reste. Oui, vu qu'ils sont traités segment par segment. Ouais, voilà, vu que c'est un vecteur au final qui a été appris à partir de tous les contextes, on aura peut-être cette information, mais elle sera écrasée par les informations de tous les autres contextes. Je sais pas si c'était clair. Ouais, pour compléter toutes ces histoires de métaphores, en fait, on ne va pas les avoir en terme à terme comme là. Mais si à un moment on a pu comprendre que avoir la banane, donc nous dans notre modèle on a enlevé là, c'est pour ça que j'ai écrit avoir banane. Si à un moment on a pu comprendre que ça c'était tellement fréquent que ça aurait dû être un mot à part entière, comme le coup du Victor, du Hugo et du Victor Hugo, c'est encore quelque chose d'autre. On pourrait par exemple penser dans un prochain modèle à l'obliger, dès qu'il voit avoir la banane, à le considérer comme une entité. Et à ce moment-là, on aura le vrai sens de cette métaphore, peu qu'il soit assez fréquent, etc. Mais là, dans notre cas, on l'a pas, et du coup, ce qu'on va avoir, ça va être n'importe quoi en fait. Ça, on peut le voir même sur d'autres exemples. Parce qu'en gros, l'idée, c'est vraiment, on se focalise sur la... On peut peut-être stéréotyper les modèles et avoir un modèle spécifique pour les métaphores, un modèle... Parce qu'en gros, vraiment, on a un sens, en fait, on a une sémantique par mot. Donc, c'est un petit peu la différence du... Donc, des fois, ça va encoder un petit peu ces différents sens dans le mot, si on a de la chance. Mais des fois, s'il y a un sens qui est vraiment trop peu fréquent, il ne va pas être assez bien encodé. En tout cas, il ne sera pas facile à ressortir. Donc ça, tout ça, ça va jouer au nettoyage. Il y a deux manières de coller les mots comme ça. Quand tu vois ça, tu considères ça comme une entité. Soit de manière statistique, on va dire ça arrive tellement fréquemment ensemble et pas très fréquemment seul qu'on va les considérer ensemble. Et du coup, nous dans Wikipédia, on va avoir des trucs horribles, par exemple ça. Si on cherche la lettre G, donc ça va être lié au Super G. Donc on va avoir le palmarès des Olympiques épreuves édition descente super. À la limite jusque-là, pourquoi pas. Et là on va avoir cette espèce de truc horrible. Finale, quart finale, demi-finale, repêchage final, adversaire, résultat, etc. Ça, d'où ça vient? En fait, on a pris Wikipédia et on a enlevé toutes les données qui ne nous intéressaient pas. Donc ici, c'est les chiffres. Donc en fait, là, vous devez avoir dans votre tête la page Wikipédia, finale, un tableau de score. Demi-finale, un tableau de score. Quart de finale, un tableau de score. Nous, on a viré tous les tableaux de score. Du coup, le texte qu'on avait à la fin, c'était finale, quart finale, demi-finale. Des pages comme ça, il y en a des centaines. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Un mot ou une phrase où pendant 16 mots, on arrive à retrouver exactement dans le même ordre ça, et ça plus d'une centaine de fois. Bon, le modèle, il a dit, oula, ça c'est fréquent, ça doit probablement être une entité. Ça, tu l'as fait sur ça. Et si on regarde les modes similaires de ça, on va trouver d'autres trucs horribles. Et en y réfléchissant un peu, ça va être dû simplement au nettoyage. Il y avait une autre question là-bas. Ouais. Est-ce qu'en clusterant le contexte où apparaît un mot, on retrouvera les différents sens du mot? Et ça, c'est parce qu'on compose dans le neurone. Donc la question, c'est de savoir si on peut avoir la polynomie des mots. Ok. Du coup, dans notre cas, là, non. On l'a vu avec Saïd, par exemple, en anglais-français, où on avait le sens prénom et le sens verbe. C'était l'un avait écrasé l'autre. Donc dans les modèles que là on a préparés, c'est pas le cas. On va être capable, et ça a déjà été fait, je pourrais pas vous citer le papier, mais on pourrait par exemple imaginer que Saïd, dans un certain contexte,
c'est-à-dire quand on détecte que c'est un nom commun, décider que c'est son premier sens. Et du coup, écrire Saïd underscore 1. Et quand on voit le verbe Saïd, on pourrait détecter que c'est un verbe et dire ça c'est son deuxième sens. Donc on écrirait Saïd, Saïd 2. Et à ce moment-là, pour le modèle, ce serait deux entités différentes. Et du coup, dans le modèle final, on aurait un embedding différent pour Saïd et un autre embedding pour Saïd. Et à ce moment-là, on serait capable de gérer la polynomie. En gros, ce que tu demandais aussi, c'est si on regarde un terme avec par exemple tous ces termes les plus proches et qu'on les cluster en deux catégories, est-ce qu'on serait capable de détecter un petit peu les deux, s'il a deux sens un petit peu différents? On n'a jamais vraiment testé ça, sachant ça peut peut-être marcher dans certains cas. Par exemple, on a le cas de Illustrator sur le modèle anglais-français. En anglais, Illustrator, c'est juste un illustrateur, et en français, c'est le logiciel. Et c'est des termes, on va un petit peu retrouver ces deux sens-là, mais il se trouve qu'au final, c'est tellement mixé dans tous les sens que c'est pas... Qu'est-ce qu'on a là dans ce cas-là? Oui, voilà. Ouais, ça on a le logiciel. Après, je teste le UNFR. Ouais, tu peux tester UNFR, ouais. Bon, voilà, mais pour le coup, c'est vrai qu'on n'a jamais trop travaillé sur essayer de séparer la polysémie comme ça. Déjà, de 1, parce que ça, c'est une opération on n'en a pas trop parlé, mais ça, c'est une opération qui est très lourde, parce qu'en fait, quand on va chercher le terme le plus proche d'un autre terme, il va falloir qu'on compare ça à nos 300 000 vecteurs, à nos 1 million de vecteurs, etc. Et nous, des fois, on va devoir traiter, admettons, 15 millions de combinaisons ou 15 millions de termes. Donc ça devient vraiment très lourd. Ça, c'est une opération qui prend un dixième de seconde, mais quand on a 15 millions, ça ne devient pas gérable. Donc généralement, on travaille peu par les termes les plus proches et plus par juste similarité. Mais c'est vrai que c'est une approche qui peut être intéressante, peut-être pour essayer de détecter pour séparer des sens d'un terme, pour gérer la polysémie. Ouais. C'est quoi la différence entre similarité et proche? Ah oui, effectivement, on n'a peut-être pas été clair là-dessus. Donc la différence entre similarité et proche, ce que nous on appelait proche, c'était dans le sens de géographique dans la phrase. C'est-à-dire que si le mot est juste à côté, il va être très proche. Si le mot il est très très loin dans la phrase, il va être éloigné. Et on l'a aussi utilisé pour dire que deux mots sont proches par rapport à leur distance ou leur similarité. C'est-à-dire qu'avec une similarité élevée, la Illustrator et Cartoonist, on va dire qu'ils sont proches, dans le sens où ils sont similaires, que c'est presque des synonymes. Et pourtant, ça va être un peu compliqué à suivre. Pourtant, ce qui s'est passé là, c'est que on a vu les mêmes mots autour de Illustrator et les mêmes mots autour de Cartoonist. C'est-à-dire que Illustrator et Cartoonist sont des mots proches parce qu'ils avaient les mêmes mots proches. C'est clair ou pas du tout? Ouais, mais j'avais compris qu'on va faire une analyse sur proche en fait. Là, proche, tu pourrais donner. Il y avait une question là juste avant, je crois. Oui, non, je voulais juste apporter un petit complément en une minute pour répondre à la question précédente sur la polysémie. Les premiers modèles commencent à sortir. En fait, très, très rapidement, l'idée c'est d'aller au-delà de ce qu'on fait pour l'instant avec Word2Vec, où en fait un mot c'est un point dans un espace euclidien. La première étape c'est de se dire, plutôt ça va être une densité. Un mot ça va être une densité dans cet espace. Et pour faire simple, souvent on dit, on modifie ça avec une loi gaussienne. Alors on a un vecteur moyen et on retrouve ce vecteur-là que vous avez. Et après on a une variance, et donc la variance va permettre de savoir à quel point on a un degré de confiance sur le sens du mot. Donc ça c'est la première étape. Et du coup après naturellement on peut passer à des mélanges. Et du coup on peut explicitement modéliser les différents sens des mots, l'apprendre naturellement. Cool. D'accord. C'est un modèle très récent. T'as le nom de cette approche ou pas, pour qu'on puisse jeter un œil? Alors le premier truc c'est Gaussian Embedding. Okay. L'acronyme du modèle c'est Word to Gaussian, je crois. Et le second, c'est Word to Gaussian Mixture. Ok. Et il y a des implémentations sur GitHub. Super. Vous avez tous entendu? Tu as vu? C'est que, ouais, on peut finir. Ouais, on en discute après. Sauf s'il y a... Dernière question? Ok, la dernière question, ouais. Sur le langage, en fait, c'est du Python, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que tout tourne en Python, même le libéral? Non, en fait, souvent, le modèle qui a permis de faire ça, nous, les modèles qu'on va construire, ça va être des modèles qu'on va coder en TensorFlow, qu'on va entraîner en TensorFlow. Et après, au moment où notre modèle il est créé, il est figé, on va l'amener dans nos process, et là, on va y avoir différentes technologies, et notamment nous en Python. Parce que là, c'est quand même assez super rapide. Si jamais vous avez, je sais pas combien de vecteurs dedans. Parce que Python, bien souvent sur des librairies comme ça, il va être back-end par du C. Il va être quoi? Il y aura du C derrière. Okay. Ouais. Sur TensorFlow, là, on utilise GenSim pour générer nos modèles Word2Vec, c'est tout backé par du C. Même NumPy, c'est du C derrière. Ouais, même NumPy, oui, même NumPy, oui.
Donc ouais, la librairie NumPy qui va permettre de faire tous ces calculs-là, elle est derrière, c'est du C, donc c'est pour ça que ça va très vite. C'est juste vraiment l'interface finale, c'est du Python. Tout ce qu'on construit dessus, c'est du Python. Mais en fait, la base derrière, c'est ça qui fait que c'est rapide, c'est du C. C'est pour ça que c'est viable aussi. C'est pour ça que Python est viable dans tout ce qui est data science. On va finir là. Ouais. En temps, certaines sarcos, ça met combien de temps à entraîner Un modèle comme ça, Wikipédia? Ouais. sur GenSim, c'est plus de temps pour le nettoyage que pour le modèle. Un modèle, donc le modèle complet avec les 2,5 milliards de mots, il faut compter un peu moins d'une dizaine d'heures. Mais le nettoyage, il peut prendre bien plus que ça. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, on va On va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. Merci.